Bonjour à chacune et chacun d'entre vous, bienvenue pour ce nouveau jeudi du CNEAP. Les jeudis du CNEAP, vous le savez, c'est une série de webinaires que vous retrouvez tous les jeudis de 17h à 17h45 qui vous propose d'échanger sur des thématiques qui sont au cœur des métiers de nos établissements. Vous retrouvez des sujets qui ont attrait à la pédagogie, au management, au marketing, à la communication, à l'économie, les dynamiques éducatives, la coopération internationale, des sujets qui sont variés pour répondre au plus grand nombre d'entre vous. Aujourd'hui, pour ce nouveau webinaire, nous avons souhaité vous présenter des dispositifs de financement européen. Nous sommes en effet à peu près tous au fait du programme Erasmus+, qui concerne principalement la mobilité des élèves et des personnels, si on résume schématiquement ce programme. Mais en général, nous sommes moins familiers des autres dispositifs reposant sur des logiques régionales et qui touchent à d'autres types de projets. Or, certains de ces programmes et de ces dispositifs européens peuvent être vraiment précieux pour développer, financer des projets qui sont pertinents et qui sont en lien avec d'autres partenaires ancrés dans une logique régionale territoriale et qui nous permettent donc d'être au plus près de nos territoires. Il y a pléthore de ce type de projets européens, mais aujourd'hui, nous avons choisi de vous en présenter trois dispositifs dans lesquels des établissements du CNEAP se sont déjà lancés avec succès et qui couvrent des champs différents. Vous découvrirez tout d'abord, donc vous découvrirez tout d'abord en quoi consiste le FSE+, qui soutient la cohésion en gros économique, sociale, territoriale dans l'UE, qui sera présenté par Charlotte Héron. Puis Vincent Rey nous présentera le dispositif Interreg qui met en jeu la coopération territoriale européenne. Et enfin, je vous présenterai rapidement le programme FEADER, et notamment LEADER, qui est en lien avec la PAC. Je vous rassure, ces acronymes n'auront plus de secret pour vous à la fin de ce webinaire. Vous pouvez poser vos questions dans le chat sur la partie droite de votre écran. Nous y répondrons à l'issue de la présentation. Donc, je vous souhaite à tous un excellent webinaire et je cède la parole à Charlotte qui va donc commencer avec le FSE+. Oui, bonjour à tous. Donc, comme a présenté Stéphanie, je vais prendre la main sur la partie FSE+. Donc, je me présente tout d'abord. Donc, Charlotte Héron, chargée de mission pour le CNEAP Centre Val-de-Loire. Donc, aujourd'hui, mon intervention va consister à vous expliquer assez brièvement, mais à vous donner quand même une idée de des possibles avec le Fonds social européen en termes de financement de projets. Donc, je vais tenter de vous expliquer de manière assez pratique en vous présentant le programme au niveau national, puis ce qui peut se faire dans notre région à nous en prenant l'exemple du Centre Val-de-Loire et ensuite vous dire quel type de projet il est possible d'envisager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat au fur et à mesure de la présentation et nous y répondrons après. Donc, je vais commencer donc par une première partie très rapide sur les grandes orientations du programme national 2021-2027 qui, pour le Fonds social européen, se découpe de la manière suivante. Donc, 7 priorités d'investissement et 14 objectifs spécifiques, dont 3 priorités principales, qui couvrent à peu près 80% de la maquette financière FSE+. Alors, c'est pas anodin parce que on retrouve quand même les axes, enfin vraiment les axes principaux dans cette partie, dans ces 3 priorités. Donc, je vous invite à aller consulter le programme national du FSE+, dont j'ai mis le lien en dessous en source. D'ailleurs, est-ce que, Stéphanie, je pose la question, est-ce qu'il est possible de le mettre en partage ou pas du tout à l'écran, quand on n'avait pas parlé? Ça aurait été peut-être plus parlant parce que je ne vais pas revenir sur chaque priorité du programme. En fait, c'est très vaste. Vous pourrez le constater par vous-même. Simplement, je vous invite à aller le consulter. C'est accessible très facilement sur Internet. Voilà. Donc, et ça vous indique, en fin de compte, tous les champs d'action possibles pour le Fonds social européen. Est-ce que tu peux passer juste la slide, Stéphanie? Je vais peut-être revenir après dessus, mais à retenir sur cette nouvelle programmation 21-27, en fait, aujourd'hui, le FSE s'appelle FSE+,
puisque il y avait initialement des programmes qui s'appelaient le FSE tout court, mais également l'IEJ, Initiative pour l'emploi des jeunes, et le FEAD, le Fonds d'Europe d'aide aux plus démunis. Aujourd'hui, le FSE+, en fait, regroupe ces 3 programmes. Donc, vous aurez toutes les actions possibles dans les différentes priorités d'investissement et les différents objectifs spécifiques dont je vous ai parlé juste avant. Sachant que aujourd'hui, donc cela représente environ 6,7 milliards d'euros pour la France. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la plus grande partie de cet argent est distribuée, on va dire, sur les priorités 1, 2 et 3. Alors, est-ce que tu peux juste remettre, Stéphanie, la slide d'avant, pardon? Donc, pour rapidement balayer priorité 1, 2 et 3. Donc, dans la priorité 1, favoriser l'insertion professionnelle et l'inclusion sociale des personnes les plus éloignées du marché du travail. Priorité 2, insertion professionnelle des jeunes et appui à la réussite éducative. C'est là, vous le verrez tout à l'heure, que s'inscrit, notre projet en Centre-Val de Loire. Dans cette priorité 2, et plus précisément dans l'objectif spécifique de mémoire E, qui correspond à un objectif 4, anciennement dans l'ancien programme. Donc, il y a 2 objectifs spécifiques dans cette priorité et nous sommes dans l'un de ces objectifs. Voilà. Et ensuite, améliorer les compétences et les systèmes d'éducation et de formation pour mieux accompagner les mutations. Alors là, sur cette priorité-là, il y a probablement des lignes de partage et je vais revenir dessus après avec les conseils généraux. Alors, donc tu peux passer, Stéphanie, pour que ça soit plus clair, mon intervention. Merci. Donc voilà, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un programme national qui aujourd'hui s'appelle le FSE+, puisqu'il regroupe plusieurs fonds, voilà, qui représentent 6,7 milliards d'euros. Il y a beaucoup de possibilités à l'intérieur de ces différents objectifs et beaucoup de projets qui peuvent, à mon avis, être menés au sein de nos établissements. Donc, c'est pour cette raison aussi que c'est intéressant de prendre des exemples, mais aussi d'avoir une vision globale. Des indicateurs de résultats précis, ça vous le verrez dans le document. Et puis, il s'agit bien évidemment, donc c'est important de le préciser, d'un cofinancement. Hein, le Fonds social européen est bien un cofinancement, toujours. Et il s'agit d'un investissement humain parce que le Fonds social européen va financer des personnes. Pareil, j'allais dire toujours, alors des personnes ou des entités. Je ne vais pas dire toujours parce que je connais mal cette partie-là, mais il y a aussi des entreprises et des structures qui peuvent être cofinancées par ce fonds. Mais la plupart du temps, c'est vraiment un investissement humain. C'est quelque chose, c'est ça qu'il faut retenir sur le fonds FSE. Est-ce que tu peux passer la diapo, Stéphanie, s'il te plaît? Donc voilà, je vous ai dit, c'était très synthétique sur la partie nationale et je fais rapide parce que c'est pas, voilà, moi je suis chargée de mission en région, donc je vais plutôt m'attacher à vous présenter ce qui peut être possible sur notre région. Donc une programmation régionale. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je viens de vous présenter au niveau du FSE et du programme national, c'est des grandes lignes et qu'ensuite, il y a des programmations régionales. Et c'est important de le préciser parce que donc la programmation régionale va être différente d'une région à une autre. Donc les AAP, c'est les appels à projets. On va avoir des appels à projets différents d'une région à une autre. Donc on a aujourd'hui sur le programme 21-27 un cadre national pour les appels à projets et ensuite un cadre régional. Et ensuite comment dire, un logiciel d'entrée pour les projets. Mais en gros, chaque région propose sa propre maquette et financière et d'appel à projet. Donc des maquettes financières différentes, ce qui veut dire qu'une région peut choisir de développer plus d'axes dans les priorités 1 ou 2 ou 3 ou les autres, et y compris dans les objectifs spécifiques à l'intérieur de ces priorités. Les prises en charge FSE qui peuvent être différentes. À ce jour, nous, sur la région Centre-Val de Loire, nous avons une prise en charge pour un cofinancement à hauteur de 60% sur les projets, mais ça peut être différent d'une région à une autre également. Des interlocuteurs différents aussi, puisque je parlais tout à l'heure de lignes de partage. En fait, il s'agit de s'entendre entre la DRETS, donc l'ancienne directe, et le conseil régional, qui sont les deux institutions qui vont avoir la gestion du FSE au national, en France.
Donc, les lignes de partage se font entre eux et ensuite sont communiquées de région par région. Et c'est pareil, elles peuvent être complètement différentes d'une région à une autre. Reste que les interlocuteurs à privilégier si vous voulez monter un projet qui peut être cofinancé par le fonds FSE, ou tout du moins essayer de savoir si c'est possible. Vos interlocuteurs sont l'ADRETS et le conseil régional. Voilà. Donc, par exemple, nous, pour vous donner un exemple concret en région Centre-Val de Loire, là, sur la programmation 21-27, nous avons une baisse de 11,5% de l'enveloppe pour les 7 ans, donc par rapport à l'ancien programme 14-20, donc 2014-2020. Nous avons environ 22,5% du budget qui est alloué à la priorité d'investissement numéro 2. Donc tout à l'heure, je vous ai dit l'objectif spécifique E, je me suis trompée, c'est l'objectif spécifique F. Donc, plus de la moitié sur le décrochage scolaire en objectif spécifique F. Et c'est là-dedans que nous s'inscrit notre projet que je vais rapidement vous présenter ensuite. Sachant que pour nous, juste aujourd'hui, la priorité 1 en Centre-Val de Loire, c'est à environ 60% de la maquette financière. Ensuite, une réserve de performance qui peut être allouée pour les projets sur les années suivantes. En fait, la réserve de performance, je n'aurai pas le temps de l'expliquer parce que je vais être au-delà de mes 10 minutes, mais c'est ce que met de côté en fait le gestionnaire du fonds FSE pour pouvoir ensuite continuer à cofinancer ou non certains projets, sous réserve que les projets soient réalisés comme convenu dans les conditions à partie. Bon, en gros. J'irai pas plus loin là-dessus. Tu peux passer la diapo, il y a le diapo suivant, Stéphanie, merci. Donc, les appels à projets rapidement. Donc, les appels à projets, donc on a bien, je l'ai dit tout à l'heure, un appel à projet national qui ensuite est découpé au niveau régional, enfin est déployé au niveau régional, mais qui peut être différent d'une région à une autre, au plus près des besoins de chaque territoire. Il faut savoir aujourd'hui sur le programme 2021-2027, c'est qu'on est sur la fin d'une logique guichet. Alors, c'est un peu vague, mais en gros, ce qui est privilégié, c'est un travail coopératif entre le financeur à partir d'un projet initial. Donc, il vaut mieux, ce qui est sous-entendu, c'est qu'il vaut mieux prendre contact avec l'ADRETS ou le conseil régional, expliquer son projet, avoir des allers-retours avec eux, et ensuite pouvoir répondre à un appel à projet qui correspond à vos besoins, à nos besoins, et qui correspond, eux, à leurs attentes, plutôt que de répondre à un appel à projet qui va être publié. Voilà. La fin des micro-projets, ça c'est aussi important, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment une volonté de financer des plus gros projets. Donc là, j'ai mis moi le montant qu'ils nous ont donné en région Centre-Val de Loire, ça peut être aussi variable d'une région à une autre, mais aujourd'hui, nous, on nous dit, voilà, un projet, c'est pour subventionner, c'est minimum à 50 000 € d'un coût total. Ensuite, un projet lié à un objectif spécifique unique toujours, ça c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure, les objectifs spécifiques. Des obligations de communication évidemment, donc là vous avez le lien aussi, vous retrouvez tout. Et le respect des principes fondamentaux, horizontaux, comme dit l'ADRETS, nous, développement durable, égalité hommes-femmes, égalité des chances et principe de non-discrimination. Voilà, tu peux passer Stéphanie. Rapidement, du coup, bah voilà, j'en suis arrivée quasiment à la fin, mais un projet, donc le projet que nous avons mis en place dans ce cadre là, qui est le cofinancement Fonds social européen, c'est donc un projet de lutte contre le décrochage scolaire, plus précisément de prévention ou d'encrochage, comme on le dit aujourd'hui, pour nos élèves des 7 établissements du CNEAP Centre-Val de Loire. Donc, nous avons mis en place un groupement d'employeurs afin de salarier des référents de dispositifs qui pourront intervenir dans le cadre de cette problématique. Nous avons pris exemple sur, c'est toujours quand même bon à savoir qu'il y a plusieurs interlocuteurs dans les différentes régions. Le projet initialement constitué ainsi était celui du CNEAP Pays de la Loire, avec les parcours pour la réussite. D'autres dispositifs se sont créés, dispositifs régionaux, j'entends, se sont créés au niveau d'autres CNEAP régions, dont le nôtre, du coup, tout récemment. Suite à un diagnostic donc territorial que nous avons établi, donc nous avons par contre après notre propre organisation, nos propres partenaires, etc. Un modèle économique qui reste celui du groupement d'employeurs et qui, là encore, n'a pas vocation à être forcément identique sur toutes les régions. Je le dis bien parce que c'était pas forcément souhaité et c'est pas toujours le modèle retenu. Donc, il peut y avoir vraiment d'autres projets conçus différemment. Ça, c'est vraiment à titre d'exemple pour notre région.
Le financement Fonds social européen, donc par la DRETS, nous qui est notre interlocuteur principal sur l'appel à projet qui s'inscrira dans la priorité d'investissement 2, objectif spécifique F, décrochage scolaire. Et un conventionnement sur 3 ans. Là, c'est pareil, c'est pas pareil dans toutes les régions. Nous, on conventionnera sur 3 ans donc avec eux. Ça peut être 1 an, ça peut être différent d'une région à une autre. Et un montage financier qui ne prend pas en compte la masse salariale du coordinateur dans la masse salariale finale. Donc ça, c'est spécificité aussi de notre projet. Il y a un coordinateur pour ce projet au niveau national et c'est moi du coup. Voilà, ça c'est important aussi. Ce qui est important au niveau du FSE, c'est aussi de savoir que, voilà, il faut une organisation derrière administrative, financière et de coordination évidemment. Voilà, je ne sais plus si j'ai une dernière diapo, je crois, mais c'est juste un récap de notre projet, Stéphanie. Donc voilà, je laisse là-dessus parce que je pense que mon temps va être imparti largement. Donc une petite diapo au final, mais de toute façon, ce diaporama sera accessible pour vous expliquer rapidement en synthèse notre projet. Donc juste voilà, l'organisation en groupement d'employeurs, les différents types d'actions que l'on peut mener et des partenariats multiples. Stéphanie, est-ce que je suis dans les temps? Je J'en vais profite. laisser la parole. Oui, absolument. Oui, je reviendrai aux questions tout à l'heure. Donc, on va effectivement à présent passer au programme Interreg que va nous présenter notre collègue Vincent Ray. Vincent, je peux vous laisser vous présenter. Eh bien, j'y vais. Merci beaucoup, Stéphanie. Donc, Merci. moi, je suis Vincent Ray. Sur le premier slide, c'est important. Bonjour à tous et à tous. Je travaille donc à la région Île-de-France, où je suis point de contact régional pour les programmes Interreg. On verra un petit peu ce que ça implique derrière en termes de travail et puis de mission d'accompagnement. J'ai mis un petit truc écrit tout petit en bas pour toute information officielle se référer au site internet des programmes. Pourquoi? Parce que la présentation que je vais faire aujourd'hui ne peut pas être complète. Je vais vous présenter les différents programmes Interreg et en tout cas la logique de la coopération territoriale européenne, et qu'est-ce que ça signifie pour les porteurs et les acteurs, sur les territoires. Alors on va commencer par le premier slide qui apparaît ici. C'est quoi la coopération territoriale européenne? Charlotte nous a présenté il y a quelques minutes le Fonds social européen qui fait partie de la politique de cohésion, avec le FEDER, hein, qui sont des fonds qui viennent financer cette politique de cohésion. Eh bien, la coopération territoriale européenne, c'est le deuxième volet de la politique de cohésion. C'est le volet qui vient renforcer les liens entre les régions, qui en tout cas depuis le début des années 90 a commencé effectivement par des premiers projets de pistes cyclables entre les frontières, à travailler sur cette coopération. Et puis c'est devenu aujourd'hui euh, un gros programme en fait, ce volet, puisqu'il représente 10 milliards d'euros sur cette programmation 21-27. Alors on parle de grandes programmations, hein, de grandes périodes de programmation au niveau de l'Union et la période 21-27, bien, elle commence maintenant, même si on est début 2023 et on comprend vite pourquoi on a été en retard au niveau de nombreux programmes avec la période qui vient de se passer. On a pris pas mal de retard sur des programmes, mais tout a démarré aujourd'hui sur les différents intérêts qui vont toucher la France. Et donc, on va avoir plusieurs niveaux et je vais vous présenter dans le slide suivant le début enfin, la façon dont ces programmes sont structurés. Ils se structurent sur un règlement européen qui vient effectivement présenter, qui vient effectivement, comment dire, qui s'est décliné hein, sur 5 grands objectifs. On en retrouve 4 qui sont des objectifs qu'on retrouve sur le FEDER, l'Europe plus compétitive et plus intelligente, la transition plus verte, c'est tout le bloc vert en fait de la politique de cohésion. Une Europe plus connectée, c'est principalement les transports, mais également tout ce qu'on peut avoir au niveau infrastructure, notamment numérique, etc. Et l'Europe plus proche des citoyens. Et le volet Une Europe plus sociale et inclusive pourrait se rapprocher de ce qu'on fait sur le FSE. C'est vraiment un objectif politique spécifique au programme Interreg, au règlement Interreg. Donc on voit que sur les différentes priorités de la politique, enfin du règlement Interreg, on va avoir 5 grandes priorités qui vont mélanger ce qu'on fait sur le FEDER et sur le FSE.
Et on va avoir 2 objectifs spécifiques Interreg qui vont être utilisés suivant les programmes, de manière plus ou moins, enfin, ce sont des choix qui sont faits au moment de l'écriture du programme, de choisir ou pas ces objectifs spécifiques. On verra qu'il y en a assez peu qui sont utilisés, en tout cas pour le territoire, français. Alors on va passer au slide suivant si vous voulez bien. Donc je vais vous parler des différents niveaux de cette coopération territoriale européenne. Le volet A, c'est le plus ancien, hein, je vous parlais tout à l'heure des pistes cyclables entre les Pays-Bas et l'Allemagne, puisque c'est là que tout a démarré. On a effectivement aujourd'hui, on le voit, ce volet de la coopération transfrontalière. Ensuite, le volet transnational, un volet sur la coopération interrégionale et le nouveau programme, enfin le nouveau volet de la programmation 21-27, qui est le programme sur les régions ultrapériphériques, sur les outre-mer. Donc c'est un volet dédié maintenant. Auparavant, les outre-mer, qu'ils soient en France ou dans d'autres États membres de l'Union, Espagne, Portugal principalement, sont déclinés maintenant sur un volet qui est spécifique au lieu d'être dans les volets A, B ou C. On le voit, on va avoir plusieurs, un nombre de programmes qui va être différent suivant les différents volets. Et je vous ai préparé un slide avec un schéma sur le slide d'après où on va normalement, sauf erreur de ma part, alors c'est un petit peu après. Voilà, voilà, on le voit ici. On va avoir effectivement cette déclinaison des différents volets. La coopération territoriale européenne, c'est 10 milliards d'euros tout confondu. Et on voit qu'il y en a effectivement un volet transfrontalier avec en tout 49 programmes pour les programmes les plus classiques, en l'occurrence ceux qui concernent les États membres de l'Union. Les programmes IAP, ce sont les programmes qui sont en phase d'adhésion à l'Union, et les programmes Next, ce sont les programmes qui ont des frontières avec, avec l'Union européenne. Typiquement, par exemple, avec, si on prend le cas du programme NextMed, avec l'Afrique du Nord principalement, et puis on peut aller effectivement, enfin on fait le tour de la Méditerranée. Donc les programmes Next, c'est ça, dans le cas des programmes transfrontaliers. Donc soit 6,5 milliards d'euros pour 63 programmes pour le volet transfrontalier. On voit qu'effectivement la masse financière est assez importante, mais il y a de nombreux programmes. Pour le volet transnational, donc on va avoir plusieurs États membres en dehors des frontières, hein. Enfin, on n'est pas uniquement connecté à une frontière. On a 11 programmes, on va dire, infra-UE, et puis on va avoir les programmes Next qui sont collés au transnational, 1,5 milliard d'euros pour 14 programmes. Le volet interrégional, avec principalement 2 programmes, qui est le volet Interreg Europe, puis un programme, le programme Urbac, qui est le programme des villes, donc très urbain, et puis le programme ESPON et Interac, qui sont des programmes de programmes, en l'occurrence. Ce sont des programmes qui vont analyser tous les résultats de tous les projets Interreg, de tous les programmes Interreg, programmation par programmation. Et enfin, le volet ultrapériphérique, donc le volet des régions ultrapériphériques, avec nouveau, donc 280 millions d'euros pour 5 programmes, avec pour la France, on le verra, l'océan Indien, la Caraïbe et le Mozambique qui nous intéressent, et l'Amazonie qui nous intéresse directement. On va passer au slide d'après, si vous voulez bien. Et je vous ai mis une carte, alors à l'écran peut paraître un peu petite, mais on voit bien le transfrontalier, à quel niveau il va jouer. Alors, je rappelle quand même que le Royaume-Uni étant sorti, eh bien, il n'y a plus de programme transfrontalier entre la France et le Royaume-Uni. On avait auparavant un programme qui s'appelait le DEMER et le France-Manche-Angleterre, donc 2 programmes qui existaient à l'époque, qui aujourd'hui n'existent plus. Comme quoi le Brexit a aussi impacté ce qui se faisait dans les États membres de l'Union. Et pour la France, donc la France est éligible à 7 programmes transfrontaliers. Le France Wallonie-Flandre, le Grande Région, donc qui est autour de France, Belgique, Luxembourg, Allemagne, le Rhin supérieur, le France-Suisse, le Maritimo, donc qui est basé sur la France et l'Italie, avec l'Alcotra, mais qui est plus sur les bassins, enfin sur les massifs, et le programme POCTEFA, qui est sur la frontière franco-espagnole, et Andorre. Et j'ai fait un petit encart sur un projet dans lequel un lycée a été impliqué, du CNEAP a été impliqué sur le programme POCTEFA, mais on verra qu'il y en a d'autres, notamment sur les programmes ultramarins, qui est un projet
InnoTranslAct, qui est sur un projet sur notamment tout ce qui est valeur ajoutée autour de l'innovation sur les métiers du lait, sur le secteur du lait. Et voilà, donc par exemple, ce projet-là est venu en fait dans le cadre du programme POCTEFA, et j'ai prévu sur le slide qui suit de vous présenter, je regarde mon chronomètre en même temps, le programme POCTEFA pour 21-27, avec une grande innovation sur cette programmation-là, en fait, qui correspond à la mise en place de zones fonctionnelles. Donc, les zones fonctionnelles sont des outils de la coopération territoriale européenne qui sont mis en place très souvent dans le cadre des programmes transfrontaliers, où on va aller identifier par zone des besoins très spécifiques. Donc, ils auront une approche sur ces zones-là pour répondre à des projets qui seront plus ou moins aidés, accompagnés pour répondre réellement à l'analyse territoriale qui a été faite en amont du programme pour effectivement travailler au plus proche en fait des besoins qui sont réalisés dans le cadre du programme. Le programme POCTEFA, comme je l'écris, comme je le mets sur le slide, a 7 priorités qui vont d'une Europe plus intelligente à l'Europe plus verte, une Europe plus sociale. Et là, ils ont utilisé l'objectif Interreg, donc qui est la partie la plus à droite pour une meilleure gouvernance, mais également une Europe plus proche des citoyens. 7 priorités dans lesquelles les projets vont pouvoir effectivement venir se décliner autour, par exemple, si on prend l'exemple de la priorité 1 sur l'Europe plus intelligente, des projets de recherche et d'innovation, de numérisation, de croissance durable, mais pour des secteurs qui vous intéresseraient plus, par exemple, sur l'Europe plus verte, par exemple, comment on peut effectivement aller impacter pour protéger et renforcer les valeurs environnementales, écologiques, en fait, les territoires pour qu'ils répondent réellement, par exemple, à des problématiques d'accès à l'eau ou d'autres. Donc ces priorités, elles ont été choisies par l'équipe, en fait, hein, les États membres qui travaillent sur le programme. Et je vous ai mis sur le slide, mais je ne l'ai pas fait sur les autres programmes, mais comme j'ai fait un petit focus sur le programme POCTEFA, je vous ai mis des contacts en région Nouvelle-Aquitaine et en région Occitanie. Vous pouvez, si vous êtes dans cette zone-là, prendre contact avec eux si vous avez des informations en disant que je vous ai donné les contacts pour que vous puissiez potentiellement les appeler ou en tout cas avoir des informations complémentaires. Le slide d'après, si vous voulez bien, c'est pour vous présenter les programmes transnationaux. Je vais essayer d'accélérer un tout petit peu. Les programmes transnationaux, on le voit là, on va avoir plusieurs États membres qui sont éligibles dans ces programmes. Et oui, je vous mettrai des exemples plus concrets un petit peu après, vous allez voir, et pour répondre à la question sur le chat. Et dans le cas du programme transnational, on va avoir pour la France 5 programmes dans lesquels on est effectivement éligible. Le maire du Nord, on va avoir la région Hauts-de-France, Normandie et Bretagne qui sont présents. L'Europe du Nord-Ouest, on va dire avec la France métropolitaine au-dessus de la Loire. Le Sud-Ouest Europe, et vous retrouverez à chaque fois sur la carto, sur les cartes, les différentes zones d'éligibilité des programmes. Le Sud-Est Europe, l'espace atlantique qui vient sur toute la frange de l'Atlantique, avec pour la France, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine, et le programme Euromed qu'on va retrouver avec une zone géographique assez dense. Le volet suivant, alors l'Île-de-France est sur le programme Interreg Europe du Nord-Ouest. J'en parlerai un tout petit peu plus tard si vous le voulez bien et si j'arrive à rentrer dans l'agenda, dans le chronomètre que je me suis fixé. Le volet interrégional, je vous en ai parlé, le programme Interreg Europe et le programme Urbact. Le programme Interreg Europe est un programme qui est absolument passionnant. Il vient travailler sur l'impact qu'on doit, la manière dont les projets viennent impacter les politiques régionales. Donc c'est un programme qui est beaucoup plus destiné aux collectivités régionales et locales. Et donc j'en parle un peu moins aujourd'hui parce que c'est pas directement votre cible. Le programme Urbact c'est un programme principalement destiné aux villes. C'est un programme de réseau de villes dans lequel plusieurs thématiques et plusieurs thèmes peuvent venir s'insérer suivant la demande qui est réalisée. Alors je vais faire un petit focus rapide derrière sur le programme Interreg Europe du Nord-Ouest, normalement, sauf erreur de ma part.
Ah non, j'ai oublié les RUP. Voilà, donc j'ai présenté ici les 5 programmes RUP. Les 4 océans Indien, Caraïbes, Amazonie, Canada du Mozambique sont des programmes avec des régions françaises d'outre-mer, et Madère, Açores, Canaries, nous n'avons pas d'acteurs français qui sont potentiellement sur ce programme-là. C'est maintenant que je vous présente le programme Interreg Europe du Nord-Ouest, et je vais simplement faire un focus sur la gouvernance du programme et pourquoi les régions sont présentes dans ces programmes de type Interreg Europe du Nord-Ouest, mais également dans d'autres. Les régions sont à la manœuvre dans les programmes Interreg, et pour le programme Interreg Europe du Nord-Ouest, on a une gouvernance qui fait que chaque région a un point de contact régional, que chaque région siège dans un comité national pour sélectionner les projets. On fait de l'accompagnement de premier niveau auprès des porteurs, et on a une délégation française qui siège en comité de suivi. Le comité de suivi, c'est là où on va retrouver tous les États membres. Ce sont les États membres qui décident si les projets sont validés ou pas. Et pour la délégation française sur l'Interreg Europe du Nord-Ouest, je siège dans la délégation française, donc je suis membre de la délégation qui va sélectionner les projets. C'est une des raisons pour laquelle je ne fais pas un accompagnement très poussé des projets, puisque je dois à un moment donné disparaître pour ne pas être juge et partie sur certains projets. Alors le programme Interreg Europe du Nord-Ouest, et j'approche des minutes du temps qui m'était défini, donc on va passer au slide d'après, simplement pour définir la zone géographique, donc sortie du Royaume-Uni. Donc si vous êtes sur ces zones-là, sachez qu'à ce moment-là, vous êtes éligible potentiellement à ce programme. Et ce programme, il vient parler sur le slide d'après des différentes priorités qu'on a définies dans le cadre du programme, avec un très gros bloc vert autour du climat, environnement, transition énergétique, économie circulaire, qui représente plus de 60% du budget qui a été alloué au programme. Un projet, une priorité sur l'innovation et la résilience, et une priorité sur la société inclusive, sur lesquels notamment on vient de travailler des outils d'innovation sociale et des outils liés à l'emploi, par exemple. Je vais passer au slide d'après. Là, ce coup-ci, je suis beaucoup trop long, mais je voulais simplement vous présenter deux slides avec des projets. Un projet qui s'appelle Imagine, qui a été sur un projet 2014-2020, mais qui pourrait se rapprocher de ce qu'on a fait sur la prochaine priorité 5. Un projet sur comment dire, la formation des jeunes NEETs, donc des jeunes qui sont sans accès aux études, aux emplois, etc. Sur les métiers de l'horticulture principalement, où on a travaillé à la formation de ces jeunes, tout ça en lien avec un projet FSE qui est basé sur la zone Île-de-France, d'un chantier d'activité, d'un chantier en fait d'insertion. Et on a effectivement 3 acteurs franciliens, une municipalité, une association de quartier et une association un petit peu différente. Je vais passer au slide d'après parce que le projet Interto Transform est sur autre chose. Et sur le slide d'après, pareil, j'ai deux projets un projet qui est le projet Groove, par exemple, qui est un projet de serre. On voit qu'on a des investissements un peu plus lourds qui sont potentiellement finançables par le programme, avec l'Astre d'Or, qui est l'Institut technique de l'horticulture au niveau national, le CSTB, le Jardin de Galie, qui est un acteur francilien qui est dans le projet. Voilà, j'ai dépassé de mon temps de plus de 2 minutes, ce qui est énorme. J'en suis désolé. Merci. Non, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup, Vincent. Merci, Charlotte. Merci. Je vous prie de m'excuser. Apparemment, il y a un problème technique avec ma connexion. Il semble que vous m'entendiez en décalé, donc je suis désolée. Il n'y a pas moyen de régler ce souci pour l'instant. Donc, à mon tour de vous expliquer, d'avoir la lourde tâche de tenter de vous expliquer simplement ce qu'est un programme FEADER, donc ce fonds européen. Donc, je ne me suis pas présentée tout à l'heure, excusez-moi. Donc, Stéphanie Dumortier. Je suis chargée de mission coopération internationale. Donc pour l'ensemble des établissements du CNEAP, et donc je suis basée à Paris. Et voilà, donc je vais essayer de vous rendre intelligible ce fonds européen, tout en n'étant pas spécialiste du tout, hein. J'en suis sincèrement désolée. La personne qui était pressentie pour intervenir n'était pas disponible, donc je fais de mon mieux. Je vais essayer de simplifier les choses et de les rendre, d'être fidèle surtout. Donc déjà, on va vous expliquer le fameux acronyme FEADER. Vous voyez ici le développement, donc Fonds européen agricole pour le développement rural. En fait, c'est un fonds qui a vu le jour en 97 et qui est adossé, en fait, étant donné qu'il concerne le développement rural, il est adossé au deuxième pilier de la PAC. Donc, vous voyez, chacun des projets, des programmes que l'on a décidé de vous présenter
ont des ambitions un petit peu différentes, sont positionnés un petit peu différemment. Donc celui-ci, FEADER, en lien avec la PAC. Et ce développement rural s'est fait progressivement en fait à partir des années 60 et en 97, dans le cadre de l'agenda 2000 de la Commission européenne, eh bien il a été décidé de créer un fonds spécifique, donc FEADER, qui a permis de renforcer la vision du développement rural. L'objectif de ce fonds, c'est de contribuer à améliorer la compétitivité des secteurs agricoles, forestiers, de contribuer également à protéger l'environnement, le paysage. Et un troisième volet qui est plus social, qui vise à améliorer la qualité de vie dans les zones rurales et à encourager la diversification de l'économie rurale. Donc on voit qu'il y a plusieurs volets. Alors, en fait, le FEADER, donc c'est quelque chose d'assez énorme. Vous voyez le budget qui s'élève à 14 milliards d'euros. Ce qui est important, c'est que c'est assuré entièrement par les conseils régionaux. Donc, c'est toujours la difficulté de présenter ces programmes, puisque celui-ci n'est pas national, mais à chaque fois, il s'adosse sur une gestion régionale, donc avec des priorités régionales. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au sein de FEADER, donc, on va trouver la mesure LEADER, LEADR, dont je vais parler un petit peu après, qui, elle, signifie liaison entre actions de développement de l'économie rurale, qui a été créée en 91, donc en fait avant le FEADER, et qui a évolué progressivement et qui a été rajouté, enfin qui a été associé en fait à FEADER quand on a créé FEADER. Alors, tac. Donc pour vous montrer en fait les ambitions qui peuvent être différentes d'une région à l'autre, forcément, puisque sur le plan rural, elles ne sont pas du tout comparables. Donc là, je vous ai mis l'exemple des priorités définies par la région Rhône-Alpes et le financement qui a été décidé pour le fonds FEADER sur 5 ans. Donc vous voyez les différentes priorités. Donc installation d'une nouvelle génération, hein, ça évidemment ça fait partie des urgences, aider les investissements des agriculteurs pour dynamiser et sécuriser la production agricole régionale, relocaliser la production alimentaire régionale, valoriser la forêt, soutenir les projets de territoire leader à hauteur de 4000 projets, donc ça c'est pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, développer l'innovation pour répondre aux défis, notamment ce qui concerne la qualité des produits, toujours le changement climatique et la question de la performance. Je vous ai mis également, vous voyez l'exemple de l'Occitanie, puisque là, on voit que les priorités, en fait, peuvent se recouper, mais sont, vous voyez, moins détaillées. Donc, agriculture durable, installation et renouvellement des générations, ça on le trouve dans quasiment toutes les régions, et simplification de l'ensemble des démarches pour accompagner ces différentes mesures. Alors, le leader, en fait, si on vous parle de leader, c'est parce qu'on a certains établissements justement du CNEAP qui se sont lancés dans leader. Et c'est là où vous pouvez sûrement vous embarquer. C'est pour ça que je vais faire un petit focus. Donc, tout à l'heure, je vous ai réexpliqué ce que signifiait l'acronyme. Vous le revoyez là à l'écran. Et donc, leader a été initié par l'Union européenne et il est destiné donc à des territoires ruraux, donc, au sein de l'ensemble de l'Union européenne, pour porter des projets de stratégie locale de développement. Il permet de soutenir des actions qui sont censées être innovantes, qui s'inscrivent dans la stratégie et donc qui sont cofinancées sur le fonds FEADER, alors souvent à hauteur de 5%, parfois un tout petit peu plus, mais ça reste assez mineur par rapport au gros fonds de FEADER. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus de 2800 groupes d'action locales qui sont en Europe. Et vous allez voir qu'en fait, ces groupes d'action locales sont absolument importants, puisqu'en fait, donc voilà, essayer de synthétiser ce qu'est leader, ça n'est pas toujours simple. Mais voilà, en gros, ça repose sur une stratégie locale de développement qui va être spécifique à chaque territoire, qui va définir un axe de développement privilégié. Le partenariat, donc il va y avoir un groupe de travail, en gros, qui fait toujours attention à mêler partenariat local public et privé, qui va donc élaborer une stratégie locale de développement, donc c'est un nouvel acronyme, SLD, pour de son petit nom. Et ce partenariat, enfin, ces réflexions vont se faire au sein d'un fameux GAL, donc un groupe d'action locale, qui donne également la place autant au public qu'au privé. Donc très intéressant, avec une approche ascendante, donc bottom-up. Donc on fait émerger du terrain des besoins
qui vont être remontées. Et l'approche est également intégrée, multisectorielle, puisqu'on mélange vraiment des gens de différents secteurs, différentes activités, différents milieux. Tout ça pour avoir une approche globale, pouvoir mettre en œuvre un laboratoire d'idées, de l'innovation, de l'expérimentation, et mettre en œuvre des projets de coopération qui peuvent se faire avec d'autres territoires nationaux ou européens. Le travail se fait en réseau. Ces fameux groupes d'action locaux sont absolument au cœur du processus et ils sont très impliqués dans les réseaux régionaux, nationaux et européens, mais ils permettent vraiment un fonctionnement territorial au plus près des besoins vraiment du terroir, du territoire, mais du terroir aussi. Et ça fonctionne par programmation pluriannuelle. Alors, pour aller vite aussi, donc voilà, là j'avais essayé vous voyez ici les différents acteurs qui sont impliqués dans la mise en œuvre, dans la création et puis la mise en œuvre d'un projet de type leader. Donc on retrouve le fameux GAL qui est absolument déterminant. Et je vous l'expliquerai tout à l'heure, mais c'est eux qu'il faudrait contacter pour savoir ce qui peut se faire dans votre région. Donc vous voyez les différents types d'acteurs qui sont impliqués dans ces projets. Et encore une fois, ce qui est important, c'est que le projet doit proposer une animation, un aménagement du territoire qui repose sur une démarche innovante. Mais de même que le FSE+, de même que à peu près tous les projets que finance la Commission européenne. Voilà, donc ça, je ne vais pas trop détailler pour pouvoir répondre à vos questions. Et alors, comment ça marche? En gros, au sein d'une région, va être lancé un appel à manifestation d'intérêt. À partir de cet appel à manifestation d'intérêt, les territoires vont se positionner et ensuite, il y aura un appel à candidature qui sera ouvert aux territoires qui auront été présélectionnés. Et donc, ces territoires vont pouvoir répondre à l'appel à candidature et voilà, et proposer un projet. Et c'est là où vous allez pouvoir entrer en compte, entrer en jeu en fait. Alors là, je vous ai mis, vous trouvez par exemple un exemple pour le Grand Est d'un type de sujet FEADER, voilà comment c'est présenté. Mais ce qui va vous intéresser, le cycle de vie, en gros, voilà, une fois qu'un projet a été validé, va être accompagné, donc il va être construit, en fait, co-construit en collaboration avec les personnes qui sont impliquées dans le groupe d'action locale. Donc, ils vont déposer le dossier de demande d'aide leader et le projet va être instruit, examiné et il va être également accompagné, suivi, contrôlé, etc. par l'ensemble des acteurs que vous avez vus sur la slide précédente. Dans nos établissements, en fait, c'est ça qui peut vous intéresser. On a déjà plusieurs établissements qui ont monté des leaders. Alors, celui donc sur lequel dont je voulais vous parler, c'était celui qui avait été porté par le lycée Provence Verte de Saint-Maximin dans le Var. Mais vous retrouvez également, vous voyez, il y a un lien là qui vous indique, que vous retrouverez en fin dans les ressources, qui vous indique tout plein d'exemples de projets qui ont été menés alors sur la précédente programmation, mais très intéressant sur les transitions écologiques et le type de projets dans lesquels nos établissements peuvent s'insérer. Alors, c'est jamais nous seuls qui allons nous embarquer dans l'aventure, mais c'est parce qu'une communauté de communes ou une institution, enfin une entité territoriale se sera lancée aura répondu au premier appel à manifestation d'intérêt, qu'après, vous allez pouvoir vous insérer dans ce projet et y apporter une coloration qui sera en lien avec la formation, avec l'exploitation agricole, etc. Et donc, par exemple, à Saint-Maximin, le projet leader qui avait été mené portait sur une zone test. Excusez-moi les collègues de Saint-Maximin, si vous m'écoutez, j'espère que je ne dénature pas le projet. Et donc, il s'agissait de mettre en œuvre une zone test de type certifié en fait AB, donc agriculture biologique, et donc qui servait d'expérimentation. Et donc, le projet leader a permis de financer aussi bien du matériel agricole neuf qui a été mis à disposition des personnes donc, qui étaient sur ce terrain test, que financement d'animateurs. Donc, 2 personnes qui ont pu animer ce terrain, animer l'ensemble du projet, en fait, et le mener à bien. Et tout ça avec une optique de consolider la filière et la microfilière dans le territoire. Donc, vraiment inscrit dans une logique territoriale en lien avec les communautés de communes et voilà, avec des ambitions d'ouvrir les exploitations, enfin de les lancer sur le terrain de la labellisation, la certification AB. Ça, c'est un exemple. Il y avait aussi un projet qui avait permis de financer une mini-moteuse qui était mise à disposition
à des maraîchers également de la région. Voilà. Donc voilà une concrétisation. En fait, on n'a pas le temps de tout développer, mais vous pouvez voir. Donc il y a un recueil très intéressant qui recense les types de projets qui ont été menés et ça donne des idées. Alors, encore une fois, ce n'est pas nos établissements qui vont se lancer. Ce que vous pouvez faire, en revanche, c'est contacter le groupe d'action locale de votre territoire pour vous faire connaître et surtout pour suivre leurs actualités. Et puis, consulter les ressources qui sont proposées. Suivez également toutes les publications faites par la région sur les appels à manifestation d'intérêt, mais surtout après les appels à candidature pour pouvoir vous insérer dans ces projets. L'appel à manifestation d'intérêt, c'est pas vous qui allez répondre, mais une fois qu'un de vos territoires s'est lancé et s'est porté candidat, là, vous pouvez vous insérer dans le projet. Donc, c'est très important de vous tenir au courant et de voir comment vous pouvez être vous aussi partie prenante dans ces projets de type leader. Voilà, c'est pas facile de résumer ces dispositifs, mais on a donc quelques collègues qui sont assez connaisseurs. Et puis, donc, je vous rappelle que voilà, la chance que l'on a, c'est qu'on a quand même un réseau qui est très actif. Donc, sur le FSE+, vous avez eu l'expérience menée par les équipes de Charlotte en Pays de la Loire. Ça avait été mené aussi en Centre-Val de Loire. On a d'autres listes agricoles qui se sont lancées sur les FSE+, ou d'autres régions. Le programme Interreg, donc Vincent vous l'a rappelé, il y avait le lycée Jean Héricard, mais on a aussi Saint-Pé-sur-Nivelle qui était lui aussi sur un Interreg avec plusieurs établissements au Pays Basque espagnol sur la question de citoyenneté euro-régionale. Donc, le projet Leader, on a cité ce projet-là. Et puis, vous retrouverez différentes ressources ici. Alors, c'est vrai que là, on ne peut pas cliquer sur les liens, mais on vous les remettra dans le chat. Et puis, à mon avis, avec le replay, vous aurez aussi accès on pourrait cliquer, enfin, je ne sais pas exactement si on a le PowerPoint, mais on y reviendra. Donc, je vous conseille également de consulter ça. Je débute en fonds européens. C'est extrêmement utile. Ça vous explique les différentes étapes. Voilà, on vous retrouve ici quelques liens utiles sur les différents projets. On vous les remettra. Si mes collègues peuvent revenir en ligne. Alors, pour répondre à votre question, il y avait la demande concernant d'autres projets concrets. Donc, je crois qu'on a répondu, à mon avis, sur cette question. On ne peut pas cliquer sur les liens. Je ne vois pas d'autres questions. Est-ce que j'en ai raté? Est-ce que vous avez des questions, chers collègues, qui êtes actuellement participants? Parce que je ne vois pas de questions autres que celles portant sur une demande d'exemple à laquelle donc Vincent a répondu au fil de la conversation. Ou est-ce qu'il y avait des apports à ajouter ou des choses à préciser, Vincent ou Charlotte? Oui, peut-être une information sur les contacts, parce que moi, sur ma présentation, j'en ai mis assez peu, enfin, de contacts, j'ai mis que les collègues du POCTEFA. Chaque programme a un réseau de points de contact nationaux, chaque programme a un site internet, et chaque région a un point de contact régional. Donc, si vraiment vous avez des idées de projet, de la base de l'idée, hein, vraiment un projet à faire maturer, à faire évoluer, il faut jamais le faire seul. Il faut vous faire accompagner et quel que soit le programme, hein, par les relais nationaux, territoriaux, régionaux, pour voir si effectivement, cette idée de projet que vous allez pouvoir avoir, elle peut rentrer dans le cadre d'un programme et là aussi quel qu'il soit. La deuxième étape après, c'est effectivement d'aller rechercher avec, les relais, du partenariat, faire, évoluer votre idée pour la faire rentrer dans les bonnes cases de nos dossier de candidature. On sait comment ça marche après. Mais voilà, le plus important, c'est l'idée et la structuration derrière à votre niveau pour savoir si vous allez être capable de rentrer dans un projet, d'être accompagné, de pouvoir, travailler. Ça, c'est un élément qui est central dans la phase de montage d'un projet et il y a tous les relais, au niveau des programmes et au niveau des régions puisque, tout à l'heure Stéphanie le disait sur le FEADER, ça se passe en région, ça se passe aussi en région sur le FEDER et le FSE, ça se passe en région sur les intérêts, il y a l'État qui est là, donc il y a plein de choses qui permettent de vous accompagner. Très bien, merci. Charlotte, pas d'autres précisions à apporter? Non, je rejoins Vincent sur ce qu'il vient de dire exactement. Moindre embryon de projet, une idée, etc. Il faut pas hésiter à prendre contact avec les personnes en région et dans les différentes institutions qu'on a citées pour pouvoir se faire accompagner puis étoffer le projet. Et c'est comme ça que ça naît. Ça prend un peu de temps,
hein, mais voilà, c'est comme ça que ça prend forme. Alors, je vois une très belle question de Lucie. Si j'ai bien compris, ces programmes découlent d'appels à projets lancés par la région, ou bien notre établissement peut-il être à la base d'un projet? Bah, du coup, on vient en fait de répondre avec Vincent, c'est-à-dire que tout projet peut être, enfin, il n'y a pas besoin d'attendre un appel à projet. Si vous avez une idée de projet, vous pourrez très bien le faire, comme Vincent disait, le faire rentrer en fait, enfin voilà, le faire rentrer dans des appels à projets ou en tout cas le travailler avec les contacts pour pouvoir le faire cofinancer, ouais. Et je pense que pour leader aussi, il faut vous faire connaître, même si ce n'est pas vous qui pouvez lancer un projet. Votre projet peut peut-être s'inscrire dans un projet qui sera envisagé par une communauté de communes ou par un pôle d'équilibre territorial et rural. Donc, c'est bien de vous faire connaître en fait des instances régionales systématiquement. Oui, pour enchaîner sur ce point-là, nous, à la région Île-de-France, on a dans le service dans lequel je suis une équipe de développeurs de projets. Ils sont là pour accompagner les acteurs franciliens, mais on a d'autres collègues dans d'autres régions qui travaillent après dans la même logique et puis qui peuvent vous aiguiller. Votre idée de projet, elle peut rentrer dans un Interreg, un FEADER, FEDER, FSE, LIFE, Horizon, enfin n'importe quoi, parce qu'il y a d'autres programmes, hein. Mais il faut trouver le bon. Il faut trouver le bon outil. Qu'est-ce qui va vous permettre? On n'a pas parlé des taux de cofinancement ou très peu sur le FSE. Ouais. Programme Interreg d'ordinaire, c'est entre 60 et 80 %, donc ça peut aussi jouer sur ce qu'on veut faire. Et le plus important, c'est l'idée. Et puis le deuxième point le plus important, c'est que travailler dans les programmes de la coopération, c'est absolument génial. Donc il ne faut pas hésiter. Vraiment, je crois que je l'ai vu sur un slide juste avant, c'est là. Surtout lancez-vous. Lancez-vous dans la réflexion. On a dans les programmes de la coopération européenne, il faut partir du principe qu'il y a d'autres personnes qui ont eu la même idée que vous quelque part et que vous ne le savez peut-être pas et qu'un programme de la coopération, ça vous permet de travailler ensemble. Et d'ordinaire, on fait des choses assez géniales. Donc, j'invite toutes les personnes à vraiment réfléchir, en sortir en fait de ce qu'on fait au quotidien. Et, et voilà. Bah, c'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup, Vincent. Eh bien, écoute, j'espère que nous vous avons donné envie d'en savoir plus, de vous lancer dans l'un de ces programmes. Merci beaucoup à Charlotte Héron, à Vincent Ray pour leur participation, Merci. leur Merci beaucoup. implication. Merci dans l'organisation du webinaire. Merci aussi aux différents collègues, aux collègues des différents établissements dont nous avons parlé pour les précisions qu'ils ont pu apporter. Puis bien sûr, n'hésitez pas à les contacter. La semaine prochaine, petite relâche exceptionnelle des jeudis du CNEAP. Nous ferons donc une pause, mais vous nous retrouvez le 23 février pour un webinaire qui sera à nouveau international, qui sera cette fois consacré au label Ouverture internationale de l'enseignement catholique et que vous présentera Louis-Marie Piron. Un établissement du CNEAP témoignera de son expérience de labellisation. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci encore à Vincent. Merci Charlotte. Merci. Tenez-nous informés si vous lancez dans les projets. Nous serons ravis de voir ce que vous réalisez dans vos régions. Et merci encore. Excellente soirée à tous. Merci, Au revoir.